Du coup, aujourd'hui, on va parler de mon sujet de prédilection, le stress et le stress chronique. Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de plein de sujets qui sont liés au stress, de plein de sujets qui sont liés directement à la santé et indirectement au stress, mais j'ai pas été mettre les pieds dans le plat. Et pourtant, c'est le sujet que j'aborde principalement sur Instagram et sur mes autres réseaux sociaux. Mais il y a une raison à ça, c'est que régler ces problèmes de stress et d'anxiété, ça n'est pas possible si on ne tient pas compte des différents piliers de la santé et si on ne met pas en place les bases partout ailleurs. On peut améliorer sa situation et faire baisser son niveau de stress et être moins anxieux en se concentrant là-dessus, mais ça ne suffira pas. C'est pour ça que j'ai fait les choses dans l'ordre et que j'ai commencé par vous parler du téléphone, de l'alimentation, du sommeil, de l'activité physique et de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, on tape dans le dur. Du coup, j'en ai un petit peu parlé hier à la fin, mais on va reprendre. On va commencer par rappeler ce que c'est le stress, parce que encore une fois, il y a plein de gens qui ont une mauvaise définition du stress. Les gens confondent en général le stress, le phénomène de stress, avec les conséquences du stress chronique. Les conséquences du stress chronique, par exemple, ça va être le cœur qui palpite, ça va être une sensation d'anxiété. C'est toutes ces choses-là. Ben ça, c'est juste des conséquences du stress chronique. Le stress, au sens propre, ça n'est que notre capacité à réagir à une agression extérieure. Je vous l'ai dit hier, une agression extérieure, ça peut prendre toutes les formes. Un boulot qui met trop la pression, c'est une agression extérieure. Des températures extrêmes aussi. Un animal sauvage qui menace de vous bouffer aussi. Une voiture qui menace de vous écraser, pareil, c'est une agression. De la pollution, c'est une agression. Tout ça peut devenir une source de stress. Interagir avec des inconnus peut être considéré par quelqu'un comme une source de stress, par beaucoup d'ailleurs. Le stress, c'est ça. C'est l'ensemble des mécanismes qui se produisent dans votre corps, les mécanismes physiologiques et psychologiques qui vous permettent de réagir à une agression extérieure. Pourquoi? Pour survivre, en fait. Ça n'est que ça, c'est très primaire. Et donc, je vous dis comment faire du stress notre allié et ne pas en être l'esclave. Alors, ça, je vais surtout le détailler à la slide suivante, mais en gros, l'idée, c'est de vous dire que le stress, ça n'existe pas pour rien. Le stress, c'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme totalement automatique dont on est tous dotés, dont même tous les animaux sont dotés, et qui nous permet de nous adapter à notre environnement, à un environnement qui est plein d'aléatoires, qui est plein d'incertitudes, qui est plein de risques, qui est plein de choses qui peuvent nous tomber dessus au sens propre comme au sens figuré, sans qu'on puisse le prévoir. Et donc, avoir une bonne capacité de stress, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui vous permettra, en cas d'agression extérieure, en cas de besoin, de combattre, ou de fuir, ou d'éviter le stress. Et comment le stress devient notre ennemi? Le stress devient notre ennemi quand il est trop présent, quand il est présent tout le temps, sans arrêt. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit hier déjà un petit peu, être capable de stresser, c'est très important, mais ça consomme de l'énergie. Parce que pour que votre corps soit capable de vous mettre dans un état d'alerte pour que vous puissiez fuir ou combattre, il faut qu'il mobilise de l'énergie. Et là, ce qui va importer, c'est est-ce que vous avez bien dormi, est-ce que vous avez bien mangé, etc., etc. Mais si jamais vous êtes stressé tout le temps pendant des mois, pendant des années, vous avez tellement puisé dans vos réserves d'énergie que votre organisme il est épuisé, en particulier votre système hormonal et votre système nerveux. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que le stress qui au départ était votre meilleur ami parce qu'il vous permettait de vous adapter à votre environnement, en fait se retourne contre vous parce que vous n'êtes plus capable de l'assumer. Vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour être capable de produire une réaction de stress. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là qu'on va avoir des problèmes de douleur, des problèmes de posture. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de tout déballer d'un coup, alors que à la base, je voulais juste vous montrer cette slide pour vous dire les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Je reprends. Donc, je vais évidemment vous parler des conséquences de ce stress chronique sur les douleurs, sur les problèmes de posture, sur les problèmes de tension musculaire. Et j'ai déjà commencé à le faire, évidemment aussi vous parler du lien entre le stress, vraiment, ces réactions de stress et le sport, le sommeil, l'alimentation. Très important. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une vision d'ensemble? Pourquoi tout ça ne peut fonctionner que ensemble? Je vais vous parler de stress et de vie sociale, de peur du rejet notamment, de pourquoi est-ce que cette peur du rejet, elle peut générer beaucoup de stress, plus ou moins selon les gens, d'où ça vient. Je vais vous parler aussi de respiration, de cette clé qu'est la respiration, et du système nerveux, c'est très lié, vous verrez. Et ensuite, on verra le défi de la semaine pour ce live. Du coup, écoutez, je suis allé vachement vite parce que ça, finalement, je viens de vous le dire. Je vous ai défini le stress. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la première personne qui a défini le stress, qui a théorisé ce qu'était le stress, il s'appelait Hans Selye. C'était il n'y a pas si longtemps que ça fait même pas un siècle qu'on a réellement compris de quoi on parle. Je vous ai dit pourquoi il ne fallait pas comprendre le stress et les conséquences du stress, très important. Il y a vraiment un énorme amalgame là-dessus, hein. Aujourd'hui, on a tendance à dire « Ah, je suis stressé » au moment où on commence à ressentir des tensions, où on commence à ressentir de l'anxiété, de la peur. Mais le stress, ça n'est pas ça. Le stress, c'est un réflexe de survie, est indispensable, je vous l'ai dit, et sans le stress, on serait des légumes. En fait, s'il n'y avait pas le stress, on ferait rien de nos journées. C'est le stress qui nous met en action, c'est le stress qui nous motive, c'est le stress qui nous pousse
à aller vers l'inconnu, qui nous pousse à nous confronter à nos peurs. S'il n'était pas là, on ferait littéralement rien. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut apprendre à gérer le stress et non pas apprendre à supprimer le stress. Supprimer le stress, ça n'a pas de sens. Si vous supprimez le stress, il n'y a plus de vie, en fait, vous êtes mort. Il n'y a que quand vous serez mort que vous n'aurez plus de stress du tout. J'enchaîne avec un truc très important. Cette courbe, elle est extrêmement importante. C'est la courbe de Yerkes et Dodson. Yerkes et Dodson, c'est deux scientifiques qui ont un petit peu théorisé et mis en relation la performance, qu'elle soit physique ou cognitive, et la quantité de stress. Et ce qu'on voit ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, par défaut, on pourrait se dire que plus on est stressé, moins on est performant, mais pas du tout. Étant donné ce que je viens de vous dire juste avant, vous comprenez facilement que, et c'est ce qui illustre cette courbe, s'il n'y a pas de stress du tout, ben, il n'y a rien qui peut se passer. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de performance. Vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas performer physiquement, vous ne pouvez pas combattre, vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas faire du sport, ça n'est pas possible. Quand on est soumis à aucun stress, on est dans la zone d'apathie. L'apathie, c'est qu'il n'y a pas d'action, c'est qu'on ne fait rien. On est dans la zone d'ennui. Et pour être capable de performer, pour être capable d'être performant optimalement, très intéressante cette courbe, exactement, eh ben, il faut avoir un niveau de stress médian. Il faut avoir réussi à faire monter le niveau de stress. Et pour vous illustrer ça, par exemple, je vais vous parler d'un truc, d'un effet de mode qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est les gens qui prennent des douches froides. Je vous en ai parlé ces derniers lives, mais là, c'est intéressant de mettre ça en relation avec la courbe que vous avez devant les yeux. La douche froide, c'est quoi? La douche froide, c'est un stress. Se mettre sous de l'eau glacée, c'est considéré par notre cerveau et notre inconscient comme un risque, en fait, comme un danger. Et donc, ça fait monter le niveau de stress. Tout de suite, le corps s'active, le système nerveux se met en marche, le système endocrinien hormonal se met en marche, il balance des hormones de stress dans le sang, et d'un coup, on est beaucoup plus réveillé, on est beaucoup plus alerte, et on est beaucoup plus apte à se mettre au travail ou à performer. L'idée, c'est que pour pouvoir profiter d'une douche froide, il faut être en mesure de produire une réaction de stress. Et là, on revient à ce que je vous ai dit avant. Si vous êtes déjà épuisé, vous ne pourrez pas produire de réaction de stress correctement. Et vous exposer à un stress intense tel qu'une douche froide, ça va vous faire plus de mal qu'autre chose parce que vous serez déjà dans un état d'épuisement. Et ensuite, à droite de la courbe, on a quoi? On a on a le trop-plein de stress. Et là, on arrive à la fatigue, on arrive à l'anxiété, on arrive à la rupture, on arrive au burn-out. Et en général, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui sont connectés à eux-mêmes. Il y a les gens qui sont à l'écoute de leurs sensations, qui sont à l'écoute d'eux-mêmes, et qui, eux, quand ils se sentent fatigués, ils s'écoutent, ils se reposent. Et il y a les gens qui ne sont pas à l'écoute d'eux-mêmes, qui sont coupés d'eux-mêmes, et qui, quand ils ressentent de la fatigue, plutôt que de s'écouter et de s'accorder du repos, de se traiter avec amour, en fait, de se traiter avec bienveillance, ils vont tirer sur la corde. Ils vont rajouter 2 cafés et ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils aient des maux de tête. Quand ils vont avoir des maux de tête, ils vont se dire « Ouh là là, j'ai des maux de tête, mais moi, il faut que je continue à bosser, donc je vais prendre un Doliprane. » Ils vont prendre un Doliprane, ils vont faire ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis un jour, ils auront complètement épuisé leur système et ils seront en burn-out. Donc, la différence entre ces deux personnes, c'est simplement leur capacité à s'écouter. Et qu'est-ce qui fait qu'on est capable de s'écouter ou pas? Alors ça, c'est très lié à la psychologie, c'est très lié à la psychothérapie, c'est très lié aux traumatismes qui sont les nôtres, aux expériences que l'on a vécues dans l'enfance, aux premières années de notre vie. Et ça, c'est un sujet que je vais développer un petit peu plus loin, mais je voulais commencer à l'aborder ici parce que c'est extrêmement important et que j'essaye je mets un point d'honneur à en parler parce que c'est ça la base du développement personnel. Donc, de toute façon, vous aurez le replay disponible. Comme me demandait tout à l'heure Florence, je crois, je vous mettrai aussi à disposition les PDF si vous voulez avoir ça sous la main. Et sinon, sur Google, vous tapez Yerkes Dodson. Vraiment, ce truc-là, il faut l'avoir en tête. J'enchaîne. Alors, stress chronique et inhibition, cocktail explosif. Donc, le stress chronique, vous avez déjà compris de quoi il s'agit. Je vous l'ai déjà explicité, je vous l'ai déjà expliqué. L'inhibition de l'action, ça, j'en ai pas encore parlé. Je vais le faire très bientôt. Mais d'abord, le vice de la chronicité, ça, c'est ce que je vous ai dit. Hier, je vous ai parlé de l'alternance qui est très importante entre la performance et le repos, entre les phases d'inaction et les phases d'action. Pour être capable de performer dans l'action, pour être capable d'être performant, tout simplement, il faut avoir eu l'occasion de se reposer, il faut avoir eu l'occasion de recharger les batteries. L'énorme problème aujourd'hui, c'est qu'on est toujours en action. On est toujours sollicité, on est toujours à 100 à l'heure et on culpabilise à l'idée de se reposer. C'est la culture dans laquelle on vit, c'est la société dans laquelle on vit qui veut ça. La culture de la performance, la culture de la productivité, comme je l'ai écrit là, l'obsession d'être toujours en action. Mais ça, c'est extrêmement néfaste parce que ça ne respecte absolument pas ce pourquoi on est conçu, la façon dont fonctionne notre organisme, notre biologie. Maintenant, il faut que je vous parle de l'expérience d'Henri Laborie. Alors, si vous avez déjà vu mes vidéos, si vous me suivez déjà depuis longtemps,
je pense que vous connaissez déjà, mais je vais la raconter de nouveau pour les gens qui ne connaissent pas. Henri Laborie, donc c'est mon principal mentor. C'était un scientifique français, un écrivain, un chercheur, un génie, qui a fait des travaux sur le stress et qui a fait une expérience très intéressante avec des rats. Expérience dans laquelle il a reproduit les conditions dans lesquelles on peut soumettre le rat à un stress. Je vous raconte. En gros, imaginez une cage séparée en 2 compartiments. Dans la cloison qui sépare les 2 compartiments, il y a un trou qui permet au rat de passer d'un côté à l'autre, librement. Ensuite, on va habituer le rat à entendre un signal sonore. Et dès qu'il entend le signal sonore, alors attendez, j'ai sauté une étape. C'est très important également, c'est que le sol de la cage peut être électrifié. Et l'électricité, ça représente le stress. C'est une agression extérieure, c'est une menace à laquelle le rat va devoir réagir, soit par la fuite, soit par le combat, soit par l'inhibition. L'inhibition, c'est le figement, c'est la non-action. C'est quand la souris se fait attaquer par le chat, qu'elle se fige et qu'elle fait la morte. Ça, c'est l'inhibition. Le rat, qu'est-ce qu'il fait? Le rat, au début de l'expérience, il entend le bruit, bon, je ne sais pas à quoi ça correspond, il ne s'inquiète pas, et d'un coup, il sent l'électricité dans le sol. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il fuit. Il part de l'autre côté de la cage parce que le sol est électrifié que d'un seul côté. Dès qu'il est soumis à un stress, hop, il fuit pour éviter de subir ce stress. Au fur et à mesure de l'expérience, le rat est habitué. Dès qu'il entend le son, il sait très bien ce qui va arriver. Donc, dès qu'il entend le bruit, avant de sentir l'électricité dans ses pattes, il va fuir de l'autre côté de la cage. Et il va se prémunir de subir ce stress. Ensuite, une fois que le rat est habitué à l'expérience, on passe à l'étape suivante. Et là, on va fermer le passage. On va fermer le passage. Le rat entend le signal, il se doute de ce qui va arriver, donc il essaye de trouver une sortie. Malheureusement, il n'y a pas de sortie. Il essaye par tous les moyens de fuir. Et dès que le sol se met à être électrifié, le rat se fige complètement. Il devient immobile, il respire vite, il est en hyperventilation. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inhibition de l'action. Maintenant, imaginez qu'on a appris cette expérience à 2 rats et qu'on a mis ces 2 rats dans la cage. Donc les 2 rats entendent le signal. Le compartiment, le passage est fermé. Les 2 rats entendent le signal sonore. Ils savent très bien ce qui va se passer, donc ils essayent de fuir. Et au moment où l'électricité est activée dans le sol de la cage, qu'est-ce qui se passe à votre avis? C'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'on va pouvoir faire le parallèle avec toute la société humaine. Qu'est-ce qui se passe à votre avis quand les 2 rats sentent l'électricité et sont soumis au stress? Si vous connaissez déjà l'expérience, ne donnez pas la réponse tout de suite. Ceux qui ne la connaissent pas, essayez de deviner, dites-moi en commentaire. Sandrine, ils sont tous les 2 stressés, ça oui. Sarah, ils se battent, point d'interrogation. Exactement. Les 2 rats se battent entre eux. Pourquoi ils se battent entre eux? Parce qu'on l'a dit, les deux réactions privilégiées pour se protéger d'un stress, c'est de fuir ou de combattre. Il se trouve que ce qu'il y a de pire pour l'organisme, c'est l'inhibition. Il n'y a rien de plus destructeur pour l'organisme, que ce soit celui du rat ou le nôtre, que de s'inhiber face à un stress, de se figer, de ne pas pouvoir agir. Dans cette expérience-là, les rats se mettent à se battre entre eux. Pourquoi? Parce que ça leur permet de se défouler. Toute cette énergie que leur corps a mobilisée pour être capable de réagir au stress, il faut qu'elle puisse être extériorisée. Il faut qu'ils puissent se défouler. Parce que si cette énergie se retourne contre eux, s'ils se figent, s'ils s'inhibent, alors ça va les détruire, ça va les ronger de l'intérieur. Donc les rats finissent par se battre entre eux. Ça paraît dingue, mais en fait, c'est moins délétère pour le rat, c'est moins dangereux pour lui de se battre plutôt que de s'inhiber. Et même si les deux rats se battent à mort et qu'il y en a un des deux qui meurt, il y en a un des deux qui sera vivant et qui aura pu se défouler. Et aux yeux de la nature, il vaut mieux ça que 2 rats qui sont inhibés et qui s'autodétruisent. Maintenant, transposer ça aux sociétés humaines, imaginez toutes les situations où des gens sont soumis à un stress et où ils se battent entre eux. Et oui, c'est un truc de dingue. On observe la même chose partout. À chaque fois, vous vous demandez, mais pourquoi cette personne est agressive sans raison? Dites-vous qu'en fait, vous êtes face à quelqu'un qui est soumis à un stress chronique trop fort ou depuis trop longtemps, et qui a besoin de se défouler. Et il y a des gens qui vont privilégier la fuite quand elle est possible, et il y en a d'autres qui vont privilégier le combat. Ça aussi, ça dépend de nos prédestinations, de nos prédispositions, pardon. Ça dépend de nos conditionnements, ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Il y a des gens qui vont naturellement se tourner vers la course à pied, qui vont devoir faire un footing 2 fois par jour, tous les soirs après leur boulot, parce qu'ils ont un boulot hyper stressant, ça leur fait du bien. C'est comme le rat qui file de l'autre côté de la cage. Il y a des gens qui agressent des gens sans raison dans la rue. Il y a des gens qui sont au feu rouge et qui klaxonnent et qui s'énervent dans leur voiture pour se défouler à la sortie du boulot. Il y a des supporters dans les stades de foot qui se foutent sur la gueule, on ne comprend pas trop pourquoi, peut-être juste parce qu'ils ont envie de se défouler. Il y a même des gens qui créent des entreprises où vous pouvez aller, ça s'appelle les Fury Rooms, vous pouvez aller dans les grandes villes, vous rentrez dans une pièce, il y a plein d'objets, on vous donne une batte de baseball ou un marteau et vous pouvez tout détruire. Ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien? Parce que ça permet de se défouler. Et là, vous comprenez mieux pourquoi hier, je vous ai
je vous ai dit qu'il était aussi important d'avoir une activité sportive pour se défouler. Si vous n'avez pas un moyen de vous défouler par l'action, par le sport, et que vous n'avez pas la possibilité de fuir, en fait, si vous êtes un petit peu coincé dans votre vie et que vous êtes inhibé face à tout le stress que vous subissez, vous allez vous autodétruire, tout simplement. Ce stress va vous consumer, ce stress va provoquer des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, des cancers, de la dégénérescence, des maladies neurodégénératives, pardon, et va vous épuiser. Ça paraît con, mais c'est presque aussi simple que ça. Alors après, je vais enchaîner avec un truc, une autre métaphore tout aussi importante selon moi, que j'aimerais bien que vous compreniez. Je regarde s'il n'y a pas des messages. Non, on est bon. Maintenant que je vous ai expliqué l'expérience de Laborie, il faut que je vous parle de la métaphore du lavabo. Alors suivez bien, c'est extrêmement important que vous compreniez ça. C'est la métaphore la plus simple que j'ai trouvée pour réussir à expliquer ça en quelques minutes. Imaginez un lavabo avec un robinet et de l'eau qui coule au-dessus, et en bas du lavabo, il y a un siphon par lequel l'eau peut s'écouler. Imaginez que l'eau, c'est le stress. C'est tout le stress que vous avez en vous. Et imaginez que le robinet, plus il est ouvert, donc plus il y a d'eau qui coule, ça représente toutes les sources de stress dans vos vies. Vous vivez en ville, il y a du bruit, vous avez plein de trucs à gérer, vous êtes en manque de sommeil, vous ne mangez pas forcément très bien, vous fumez des cigarettes, vous respirez de l'air pollué. La liste, elle est interminable, ça dépend de chacun. Vous pouvez vous amuser à faire la liste si vous voulez, identifier toutes les sources de stress qui composent votre quotidien. Ben ça, c'est l'eau qui coule du robinet. Ça, c'est cette eau qui coule du robinet. Ensuite, on a le lavabo. Le lavabo, c'est votre zone de confort. C'est votre capacité à endurer ce stress, à supporter ce stress. Et le siphon, du coup, c'est votre capacité à décharger ce stress, à vous défouler. OK? Est-ce qu'on est clair là-dessus? C'est extrêmement important que vous compreniez ça pour la suite. Donc, le lavabo, c'est votre zone de confort. Plus il est gros, plus il peut contenir d'eau, plus vous pouvez supporter de stress. Et le robinet, bah, c'est toutes les sources de stress dans vos vies. Plus il est ouvert, plus ça coule fort. Et le siphon, c'est plus vous faites de sport pour vous défouler, dans une certaine limite, bien sûr. N'allez pas en faire 3 heures par jour. Si vous avez des bonnes activités pour vous défouler, si vous faites des étirements pour détendre certaines zones du corps, si vous travaillez les zones du corps qui emmagasinent les tensions émotionnelles, les tensions physiques, alors vous avez un siphon qui est bien ouvert et qui permet de bien évacuer l'eau. Il faut que je débouche mes canalisations. C'est un peu ça l'idée. Le problème aujourd'hui, attendez, je vérifie que c'est pas exactement ce que j'ai abordé derrière. Ouais, on abordera ça d'ailleurs, mais on abordera ça juste après. Mais en gros, le problème aujourd'hui, c'est que on a tous les moyens de fermer plus ou moins le robinet. On a tous dans nos vies des sources de stress dont on peut se débarrasser. On en a tous. Je sais qu'on en a aussi dont on ne peut pas se débarrasser, des responsabilités dont on ne pourra jamais se débarrasser, c'est comme ça. Mais il y a certaines sources de stress dont on peut s'éloigner. On peut fermer le robinet. On peut aussi ouvrir le siphon pour se défouler plus. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est encore une fois en grande partie la faute du développement personnel, aujourd'hui, la plupart des gens, ils se concentrent sur un seul truc. Ils se concentrent sur faire grossir le lavabo pour être capable d'emmagasiner toujours plus de stress sans que ça déborde. Et le problème de ça, c'est que votre zone de confort, vous pouvez l'élargir parce qu'on a des capacités d'adaptation, mais vous ne pouvez pas l'élargir à l'infini parce que vous n'êtes pas des machines. Et élargir sa zone de confort à l'infini, ça revient à faire grossir le lavabo à l'infini. Et le jour où le lavabo il est trop gros, bah, le meuble en dessous, il s'effondre. Et ça, c'est le burn-out. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plutôt que de se concentrer sur faire grossir le lavabo, et uniquement sur ça, il faut aussi se concentrer sur comment réduire les sources de stress dans ma vie et comment faire pour mieux le gérer, pour mieux l'évacuer. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, j'ai l'impression. Aujourd'hui, tout le monde se concentre sur no pain, no gain, sois fort, entraîne-toi, deviens plus fort, sois une machine en fait. Sois une machine et sors de ta zone de confort, élargis ta zone de confort à l'infini, tu verras, ça va bien se passer. Mais non, en fait, ça ne va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer et le seul moment de notre vie où on pense que ça va bien se passer dans ces conditions-là, c'est quand on a 20 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, qu'on est en pleine forme, qu'on n'a pas encore eu le temps d'épuiser notre système et que du coup on est en excès de confiance parce qu'on ne comprend pas encore les conséquences de nos actions et de nos choix. Mais en général, quelques années plus tard, ça commence à être beaucoup plus clair. Du coup, par rapport à cette slide-là, alors ça c'est un sujet sur lequel j'ai publié un extrait de vidéo. Je sais que cet extrait-là, il a fait énormément de vues. Il y a énormément de gens qui se sont abonnés, même peut-être qui sont là ce soir après avoir vu cette vidéo. Une vidéo où je parlais des répercussions de l'inhibition de l'action et du stress chronique sur les douleurs musculaires, sur les raideurs au niveau des trapèzes, sur les problèmes de respiration, sur toutes ces choses-là. Et bien ça, c'est typiquement les conséquences de l'inhibition de l'action. C'est ce qui va vous arriver ou ce qui vous arrive déjà si ça fait trop longtemps que vous vous forcez, ce que j'ai écrit là, si vous vous forcez à subir
Et si vous fermez votre gueule en permanence, si vous ne dites jamais rien, si vous ne vous faites pas respecter, si vous n'êtes pas capable de fixer des limites, alors vous vous inhibez. Parce que vous êtes forcément soumis à des stress. Et malheureusement, il y a des gens qui, comme vous, sont soumis à du stress et qui ont besoin de se décharger sous forme d'agressivité. Et si jamais vous n'êtes pas capable de fixer des limites, bah, c'est sur vous qu'ils vont décharger leur agressivité. Il y en a qui vont appeler ça les relations toxiques, les relations abusives. Il y en a qui vont dire, ah, ça, c'est exactement mon boss, c'est exactement mon patron, c'est exactement l'ambiance que je vis au boulot. Ben oui, mais en fait, ça n'est qu'une cascade de réactions en chaîne. Imaginons une entreprise, le boss là-haut, il a une pression monstre parce qu'il a des clients à gérer, des responsabilités à gérer, bah, du coup, il a du stress. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, la solution la plus simple pour lui, c'est peut-être de décharger son agressivité sur ses N-1 sous forme d'agressivité. Bah, eux, du coup, ils subissent du stress, donc ils vont faire exactement pareil. Et voilà. Moi, mon but, c'est de casser cette chaîne, c'est de sensibiliser tout ce beau monde à ces questions-là et de leur dire, en fait, frappez dans un sac de frappe et vous aurez peut-être moins besoin de vous en prendre à vos collaborateurs. Ça marie. Après pétage de lavabo, on peut se retrouver avec un nouveau lavabo beaucoup plus petit, hyper sensible, qui démarre au quart de tour, l'invivable pour tout le monde. Oui, c'est une très bonne image. Quand votre lavabo explose, quand le meuble s'effondre, ça veut dire que votre système hormonal est épuisé, qu'il n'est plus capable de produire des hormones de stress et que du coup, le moindre stress vous épuise, le moindre stress fait que vous êtes complètement dépassé. C'est ce qu'on appelle un burn-out. Le burn-out n'est pas une maladie psychologique. Contrairement à la dépression, le burn-out est une maladie pardon, endocrine, une maladie hormonale. Marine, je suis en plein dedans depuis 2 ans. Je passe ma vie chez l'ostéopathe pour mes problèmes de dos. Exactement. On va parler de ça tout à l'heure. Laurence, oui, j'ai un lavabo Lego. Pas très solide du coup. Du coup, je reviens sur ce que je disais. Oui, donc les conséquences de ça, bah, ça va être un manque de mobilité, un manque de mobilité et des raideurs dans le corps, des douleurs partout, des douleurs en bas du dos, des douleurs dans les trapèzes, des douleurs dans la nuque. Ça va être des problèmes de posture. Ça va être des tensions dans toute cette zone-là. Et qui dit des tensions dans cette zone-là dit des tensions au diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui permet d'avoir une amplitude respiratoire. Et quand on a des tensions ici, bah, du coup, on a moins d'amplitude respiratoire. Donc, on s'enfonce dans le cercle vicieux. Parce que stress, réaction de stress et respiration sont très liées. Je vais y revenir. On va avoir aussi un épuisement généralisé et une perte d'énergie. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, comment le corps produit de l'énergie? Le corps produit de l'énergie grâce aux nutriments que vous avalez, que vous digérez, que vous assimilez, et grâce à l'oxygène que vous inspirez. Ce qui se passe quand vous êtes tendu de partout, que vous avez des douleurs partout, que vous êtes inhibé, que vous êtes replié sur vous-même, parce que ça a des conséquences littéralement physiques, bah, c'est que non seulement vous respirez moins bien, comme votre capacité respiratoire est amoindrie, vous inspirez moins d'oxygène, donc il y a moins d'oxygène qui va aller jusqu'aux petites usines qui fabriquent de l'énergie, là, les mitochondries dont je parlais hier. Et en plus de ça, comme vous allez vous être épuisé physiquement, bah, vous allez moins bien digérer les aliments et vous allez moins bien les assimiler. Donc même si vous mangez ce qu'il faut, votre corps va avoir beaucoup plus de mal à en tirer des nutriments pour produire de l'énergie. Et là encore, c'est le cercle vicieux. On s'enfonce là-dedans, on a de moins en moins d'énergie, on a de moins en moins de motivation pour en sortir, pour inverser la tendance. Et ça, c'est vraiment le stade dans lequel il ne faut pas tomber. Parmi vous, il y en a peut-être qui y sont déjà. Il y a des solutions pour ça. Et s'il y en a qui ne sont pas encore là-dedans, mais qui n'ont pas envie d'y arriver, il faut être dans la prévention. Il faut être dans la prévention et il ne faut pas attendre que ça tombe sur vous. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Ensuite, est-ce que pleurer, c'est considéré comme se décharger, comme les rats qui se sont battus? Certaines personnes vont pas forcément pleurer. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que le fait de pleurer, ça permet de décharger un trop-plein, mais je dirais que c'est un peu la solution de dernier recours. Moi, ça m'est arrivé à une époque où j'avais énormément de mal à gérer. C'était, pour ne rien vous cacher, c'était avant que je fasse une psychothérapie, évidemment. Parce qu'avant, j'avais tellement d'anxiété et de stress que même en faisant de gros efforts, même si je n'avais pas compris tout ce que j'ai compris aujourd'hui, mais même en faisant de gros efforts, en mettant beaucoup de cadres, beaucoup de rigidité partout, ça m'arrivait. Aujourd'hui, ça m'arrive plus. Mais je pense que quand on est sur le point de craquer, c'est un peu la soupape de sécurité. C'est un peu comme la cocotte minute avec la vapeur qui s'échappe, quoi. Du coup, j'enchaîne. Oui, je voulais vous parler aussi de tout ce qui est troubles cardiovasculaires et nerveux. Bah, ça, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Ça aussi, c'est des conséquences de l'inhibition de l'action, de l'incapacité à extérioriser le stress. Ça va littéralement foutre un bordel monstre dans tous nos systèmes. Quand je dis tous nos systèmes, encore une fois, système digestif, système nerveux, système hormonal, système musculo-squelettique, la peau aussi qui est un système, tout ce qui est éruption cutanée, problème de peau, psoriasis, eczéma, etc. C'est des signes que vraiment on a dépassé nos capacités, que le lavabo déborde en fait. Et donc quand on a tout ça, il faut ouvrir le siphon. C'est ce que j'ai écrit là. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est trop important. Et comment on ouvre le siphon? Bah, le meilleur moyen, c'est d'avoir une activité sportive qui défoule. C'est de travailler sa mobilité et c'est de travailler sa posture.
J'ai noté entre parenthèses 4 piliers. Pourquoi? Parce que ça, je l'ai appris en bonne partie grâce à la méthode Lafay. Et dans la méthode Lafay, on nous parle des 4 piliers que sont le diaphragme, le transverse, qui est le muscle qui est sous les abdominaux, qui va avoir tendance à se détendre quand on a la respiration qui est gênée. C'est pour ça qu'on va avoir le bas du ventre qui va se gonfler. C'est donc transverse, diaphragme, le périnée, qui est le plancher pelvien, qui relie le coccyx à l'os devant le pubis, et c'est la colonne vertébrale. Et donc, travailler la posture, travailler les 4 piliers, ça permet en fait de libérer ces zones qui vont avoir tendance à emmagasiner les tensions. En gros, les tensions émotionnelles et nerveuses vont se matérialiser sous forme de tensions physiques et vont rigidifier le corps, vont vous faire perdre en mobilité et vont vous mettre dans un état où ça va ne faire qu'empirer, en fait. C'est là le début du cercle vicieux. Alors ça, j'ai déjà largement abordé le sujet, mais c'est pas grave, on va faire un petit tour dessus. Je check vite fait l'heure, il est 18h30, ça va, on est large. Quel lien avec le sport, le sommeil et la nutrition? Bah, écoutez, je vous l'ai dit, tiens, ça c'est intéressant. Le fait d'avoir un bon sommeil réparateur, le fait de bien manger, le fait de faire du sport régulièrement pour se défouler, c'est aussi d'une certaine façon une manière d'augmenter la taille du lavabo, d'augmenter la taille de notre zone de confort pour être capable de mieux supporter le stress. C'est ce que j'ai écrit là, le sport intense. À quoi ça sert le sport intense? Au-delà du fait de se défouler, le sport intense, ça sert à augmenter notre résistance au stress. Parce que faire un sport intense, c'est s'exposer à un stress. Si vous avez déjà fait de la musculation, vous voyez ce que je veux dire. Si vous soulevez 100 kilos, la première fois que vous soulevez 100 kilos au soulevé de terre, vous vous rendez bien compte que c'est un effort qui vous met dans l'inconfort. Et l'inconfort est un stress, l'inconfort est une agression extérieure. En faisant ça, vous faites ce qu'on appelle de l'hormèse, vous vous entraînez. Vous allez subir ce stress, ensuite vous allez vous reposer, vous allez vous alimenter, vous allez vous reposer et votre corps va se reconstruire plus fort pour être capable de résister à ce même stress beaucoup plus facilement la prochaine fois. C'est le principe d'entraînement. Mais encore une fois, pour être capable d'augmenter sa résistance au stress, il faut en avoir les capacités, ce qui n'est pas le cas si on est déjà dans un état d'épuisement trop important. Quelqu'un qui est en état de burn-out ou de pré-burn-out, quelqu'un qui sort d'un burn-out, on ne va pas lui conseiller de faire des séances de sport trop intenses. On va plutôt lui conseiller d'aller faire de la marche pour se remettre en mouvement, pour se remettre en activité petit à petit. Il faut toujours adapter. Pouvez-vous nous guider vers une liste d'exercices à faire pour travailler ces 4 piliers? J'aurai l'occasion de faire ça. On va en parler sur le circle, bien sûr. Je vais même vous tourner des vidéos sur le sujet. Si vous avez peut-être déjà vu ma séance d'étirement, j'ai mis un lien un peu plus loin dans la présentation. La séance d'étirement que je fais souvent, il y a par exemple l'exercice pour travailler la colonne vertébrale, faire le pont. Il y a aussi le pont pour les débutants, parce que faire le pont, c'est pas évident. Du coup, un sommeil de qualité aide à récupérer de journées stressantes. Bah, ça, je vous apprends rien, j'enfonce des portes ouvertes, mais je préfère le répéter. Quelqu'un qui dort bien aura évidemment de plus grandes capacités à supporter le stress. C'est pour ça que quand on a mal dormi, on est beaucoup plus émotif et on perd beaucoup plus facilement nos moyens. On tombe beaucoup plus facilement dans l'émotion, dans la panique face à une menace extérieure, face à un stress. Et enfin, une alimentation riche permet au corps, alors ça c'est important, une alimentation riche permet au corps de fournir beaucoup d'énergie pour répondre aux agressions extérieures. Parce qu'encore une fois, le stress, être capable de produire une réaction de stress, ça demande de l'énergie. Et cette énergie, elle vient pas en claquant des doigts. Elle vient de l'alimentation et elle vient de l'oxygénation. Et elle vient aussi de votre capacité à bien digérer. Vraiment, je le dis tout le temps, mais je le répète encore et encore, tout ça, ça fonctionne ensemble. Il faut avoir une vision globale des choses. Il faut surtout pas mettre ses œillères et se dire, alors là, je vais m'occuper de la nutrition, puis là, ensuite, je vais m'occuper du sommeil. Non, il faut poser les bases, les bonnes bases, partout. On enchaîne. Ça, c'est un sujet important aussi, stress et vie sociale, peur du rejet. Ça, c'est une source de stress très importante. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont sujets à ça. J'ai envie de vous dire, l'humanité tout entière est sujette à ça, parce que c'est dans nos gènes, c'est dans nos programmations génétiques. C'est l'évolution qui veut ça. Comme je l'ai déjà dit hier, je crois, mais je le redis. À l'époque de nos ancêtres, il y a 100 000 ans, si vous étiez rejeté socialement, si vous étiez seul, vous étiez en danger, parce que la nature était hostile. On n'avait pas réussi à construire des sociétés aussi confortables que ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est programmé pour être stressé à l'idée d'être rejeté du groupe. Et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à se conformer socialement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, j'ai oublié le nom, c'est pas Milgram, c'en est une autre, bah, c'est l'expérience de conformité de H. Je vous dresse le tableau. Elle est incroyable, cette expérience, c'est très très parlant. On fait venir 10 personnes pour une expérience, et en fait, il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas au courant, les 9 autres sont des complices. Et ces gens-là, on les fait passer un à un, on leur montre 3 lignes sur un tableau. Il y a une grande ligne, une petite ligne, une moyenne ligne. Et la plus petite, c'est celle du milieu. C'est évident, ça se voit.
On leur demande chacun à leur tour, quelle est la ligne la plus courte? La première personne, enfin, je crois que c'est la seule personne qui n'est pas complice passe en dernier, donc on fait passer tout le monde, on fait passer tout le monde. Et tout le monde dit, bah, c'est la ligne de droite. Ils sont complices, ils savent. Ils disent tous, c'est la ligne de droite. Alors que c'est pas la ligne la plus courte, c'est la moyenne. Et à la fin, la dernière personne, on lui pose la question, elle voit très bien que c'est la ligne du milieu. Enfin, pas tous, j'y viens après, mais elle va se conformer au groupe et elle va dire, c'est la ligne de droite. Juste pour pas se sentir en opposition par rapport au groupe, elle préfère avoir tort que de donner une réponse différente du reste du groupe pour pas se sentir rejeté. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette peur est puissamment inscrite en nous et à quel point elle peut dicter nos comportements? Et sachez aussi que à l'issue de cette expérience, on a demandé aux gens, mais vous aviez bien vu, non? Et il y a des gens, je crois que 80% des gens disent, ah non, non, moi j'étais sûr que c'était celle de droite. Leur inconscient, pour les protéger de cette peur d'être rejeté, leur a dit de donner une mauvaise réponse. C'est même pas conscient. Moi, je trouve ça hallucinant. Et il y a 20% des gens qui ont dit oui, je savais. Non, je crois que c'est 60% des gens qui ont dit je ne me suis pas rendu compte. 20% des gens qui ont dit oui, j'ai vu, mais j'ai préféré donner une mauvaise réponse parce que c'était trop inconfortable pour moi. Et les derniers 20% qui sont un peu les dissidents, les rebelles, qui ont décidé de donner une mauvaise réponse et d'accepter, d'assumer d'être en opposition par rapport au reste du groupe. C'est vous dire à quel point on est sensible à l'effet de groupe et aux dynamiques de groupe. D'ailleurs, si vous voulez lire un très bon bouquin sur le sujet, vous lisez Psychologie des foules de Gustave Le Bon. C'est un bouquin qui a une centaine d'années, qui est toujours d'actualité. Donc, tout ça pour dire que l'humain est programmé pour vivre cette peur, mais qu'on n'est pas tous égaux face à elle. Et c'est aussi ce qui explique que la solitude est la pire source de stress. Et on a beau se convaincre qu'on est bien tout seul, qu'on est un solitaire, qu'on est un introverti, qu'on est timide. Bon, il y a des gens qui le vivent mal, mais il y a des gens qui disent, bon, moi, je suis très bien tout seul, je vais voir personne, de toute façon, les gens, c'est des cons. Eh bien, figurez-vous que peut-être que vous arrivez à vous convaincre de ça consciemment, mais qu'inconsciemment, au fond de vous, ça génère un stress, ça génère de l'anxiété. Et ça, c'est typiquement un truc qu'on pourrait supprimer de l'eau qui coule du robinet parce qu'il suffit de faire l'effort d'aller sociabiliser. Je sais que c'est facile à dire, mais croyez-moi, si vous mettez en place les fondamentaux au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau de l'activité sportive et au niveau de l'inhibition, de vous défouler, de mieux respirer, etc., naturellement, vous allez avoir beaucoup plus envie d'aller vers les gens, vous allez être beaucoup moins anxieux socialement. Et il y a une différence entre l'introversion et la timidité. Pour moi, l'introversion, c'est un trait de caractère. Il y a des gens qui sont extravertis, il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens qui se nourrissent des interactions sociales, et il y en a d'autres, quand ils sont en groupe et qui rentrent chez eux, ils se sentent plus fatigués. C'est ça la différence. Mais la timidité, pour moi, ça n'est que de l'anxiété sociale, et ça n'est qu'une surinterprétation des enjeux des interactions sociales. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est normal d'avoir peur du rejet. Oui, c'est normal d'être ridicule. Oui, quand j'ai fait le premier live il y a 4 jours, j'étais stressé parce que je n'avais jamais fait ça. Mais, on est normalement capable de pouvoir surmonter ça et d'y prendre du plaisir. Et d'ailleurs, j'y prends beaucoup de plaisir. Si vous êtes terrorisé à l'idée d'interagir avec des inconnus, si vous êtes bouffé par l'anxiété sociale, ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau du stress. Et ça veut dire qu'il faut apprendre à fermer le robinet. Et qu'il faut apprendre, comme je l'ai écrit là, à apaiser le système nerveux pour retrouver le goût des relations sociales. Je réponds à ton commentaire, Sarah, avant d'enchaîner. Comment faire pour travailler ça? J'imagine que tu faisais référence à l'expérience de conformité de H, parce que j'ai vu que ton commentaire était parti à ce moment-là. J'ai écrit un post sur le sujet qui s'appelle Mieux tu gères ton stress, plus tu es capable de penser par toi-même. Dans ce post, je raconte pourquoi est-ce que le stress nous met dans un état de survie. Et quand on est dans un état de survie, notre organisme privilégie la fuite ou le combat. Et donc la réflexion devient un luxe. Et quand on n'a plus le luxe de pouvoir réfléchir, eh ben naturellement, on va se conformer au groupe. On va suivre des directives, on va suivre des consignes, on va suivre ce qu'on nous dit de faire. Ça peut peut-être vous rappeler quelque chose. Je ne vais pas m'étaler ici, même vous rappeler plein de choses. Mais quand on est en état de stress, quand on a peur de la mort, quand on a peur d'être rejeté, on est dans un état de stress, on devient complètement con. On devient incapable de prendre des décisions par soi-même. Donc le meilleur moyen pour travailler ça, c'est de travailler sur son stress, c'est d'éviter le stress chronique. J'enchaîne. Ah, ça me plaît ça. Respiration et système nerveux. Rapidement. J'ai commencé à en parler hier. Le système nerveux, il y a une partie du système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc, comme son nom l'indique, il est autonome, donc on n'est pas censé pouvoir intervenir. Il fonctionne tout seul. C'est ce qui gère la respiration, la digestion, tout ça. Jusqu'aux dernières nouvelles, c'est pas nous qui décidons, tiens, là je vais respirer, ou là, tiens, là je vais digérer. Ça se passe pas comme ça. C'est totalement automatique. Oui, mais on a quand même un pouvoir d'action. On a quand même un moyen de remettre un peu de conscience dans tout ça.
Eh ben, c'est simple, c'est la respiration. Pourquoi est-ce qu'hier soir, je vous ai dit de faire un exercice de respiration pour mieux dormir? Et pourquoi je vous ai dit que cet exercice de respiration, il permettait d'actionner la pédale de frein? Bah, parce que c'est exactement ce que je suis en train de vous dire là. Rappelez-vous, le système nerveux autonome, il est composé du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. C'est pour ça que j'ai écrit SNS et SNP. Le système nerveux sympathique, c'est ce qui vous permet de vous mettre en action. C'est ce qui fait monter le niveau de stress. C'est vraiment l'action, la réaction, la dépense d'énergie pour être capable de réagir dans le monde, de produire une réaction, une action, un mouvement, la fuite, le combat, la performance. Le système nerveux parasympathique, quant à lui, c'est plutôt le système nerveux associé au repos, à la digestion. C'est on emmagasine de l'énergie, on refait nos stocks, on se repose, on n'est pas dans l'action. Eh bien, la respiration vous permet de moduler l'activité de ces deux systèmes nerveux sur commande, littéralement. La cohérence cardiaque, je l'ai dit hier, qui consiste à faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, 5-5, ça permet d'équilibrer l'activité des deux systèmes nerveux. L'inspiration active le système nerveux sympathique, l'expiration active le système nerveux parasympathique. C'est aussi simple que ça, seulement il faut en prendre conscience et il faut apprendre à respirer en conscience. Pour vous donner une idée, moi quand je travaille et que ça fait 2 heures que je suis focus en train de travailler comme un dingue avec une musique de grand malade dans les oreilles, bah, au bout de 2 heures, je suis un peu trop à droite sur la courbe de Yerkes Dodson que je vous ai montré tout à l'heure. J'arrête, je me pose, je respire. Expiration longue, je fais redescendre la pression, je fais redescendre l'activité mentale, je vais marcher 5 minutes. Hop, là je me rassois, ça va beaucoup mieux. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre des pauses entre 2 sessions de travail. Laurence et propagande d'Edouard Bernays pour comprendre comment on manipule les foules grâce à nos biais cognitifs humains. Exactement, ce livre est incroyable. Propaganda, Edouard Bernays. Je pense que c'est le livre de chevet attendez, de tous les cabinets de conseil. Et c'est très bien. Encore une fois, la manipulation, c'est ni bien ni mal. Hein. La manipulation, ça dépend ce que vous en faites. Si je vous manipule pour vous faire sauter d'un pont, bon bah, je suis pas gentil. Si je vous manipule pour vous, par exemple, pour arriver à vous faire désinstaller les réseaux sociaux de votre téléphone, bon bah, vous me remercierez. C'est comme l'argent, c'est comme le stress. Un coup c'est votre ami, un coup c'est votre ennemi. Alors, par rapport à la respiration, il faut que je vous parle du Qigong. Alors vraiment, je vous parle du Qigong. Le Qigong, c'est une gymnastique du souffle pratiquée qui vient de Chine, pratiquée là-bas depuis des milliers d'années. C'est une pratique qui permet à la fois de réveiller le corps en douceur, de faire des mouvements pour gagner un petit peu en mobilité, des étirements assez doux, et qui permet en même temps de s'oxygéner profondément. Et qui permet aussi de travailler les 4 piliers, le transverse et le périnée en respirant d'une certaine façon. Je vous spoil un petit peu, mais ce sera une partie du défi de la semaine. Moi, tous les matins, ou presque, je fais une séance de Qigong. Je vous l'ai déjà dit, hein, tout ce qui est routine matinale, j'en ai terminé tout ça. La routine matinale à rallonge, j'écris mes affirmations positives, je me lève, je médite, ensuite je fais mon petit déjeuner, ensuite je fais une douche froide, et puis en fait je me suis levé à 8h, il est déjà 10h30. C'est trop. C'est beaucoup trop, faut arrêter avec ça. Si ça vous plaît, si vous kiffez, faites-le. Mais je sais que la plupart des gens, ils font ça pendant une semaine, et puis après ils lâchent parce que il n'y a pas ce qu'on appelle d'adhérence. C'est trop dur de garder ça à long terme dans sa vie, c'est beaucoup trop dur. Moi je me lève, je fais juste du Qigong. Je m'oxygène, je me réveille. Au bout de 15 minutes, je suis clair dans ma tête, j'ai l'esprit réveillé, je peux enchaîner en fait. C'est un peu comme boire un café ou prendre une douche froide, sauf que ça ne génère pas de stress, contrairement à la douche froide au café. Et ensuite, au-delà de l'outil qu'est la respiration, qu'il est absolument nécessaire de maîtriser et d'utiliser, il y a ce que moi j'appelle traiter les problèmes encore plus en profondeur. Attendez, je fais une petite aparté pour répondre à Sarah. Café, stress, point d'interrogation. En fait, le café, ça revient. En fait, imaginez, vous êtes fatigué, votre corps envoie des signaux de fatigue, vous prenez un café, vous effacez les signaux de fatigue. Alors que la fatigue est toujours là. Donc en fait, ça revient à tirer encore plus sur la corde. Le café, c'est une botte secrète. C'est comme quand vous jouez dans Mario Kart et que vous roulez vous avez un champignon ou un truc pour rouler plus vite. C'est ça le café. C'est ni bien ni mal. Si vous êtes en pleine forme et que vous avez un rendez-vous hyper important, un entretien d'embauche et que vous devez être hyper vif d'esprit et que vous devez performer et faire bonne impression, buvez un café. Prenez une douche froide. Mais si vous êtes déjà épuisé et que vous sentez que vous commencez à tirer sur la corde, bah, évitez d'en abuser. Le maté, même histoire, tout ce qui contient de la caféine, tout ce qui est un excitant, un stimulant. De mon côté, je me réveille, je suis direct nickel pour attaquer la journée, c'est normal. Bah, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ton système, ton cortisol, ton niveau de cortisol est à peu près normal au long de la journée. Il est naturel de se réveiller et d'avoir un pic de cortisol pour provoquer le réveil. Et il est normalement normal d'avoir le cortisol baissé en fin de journée
pour préparer au repos. Mais quand on est épuisé, tout est déréglé. On a un manque de cortisol le matin, donc on n'arrive pas à se réveiller. Donc on va se dire, allez, je me force, je me fais du, je me traite mal, je me prends une douche glacée, je prends pas de petit-déj. Comme ça, j'ai pas besoin de dépenser de l'énergie pour digérer. Je suis en jeûne intermittent, je suis en stress, plus la douche froide, je suis réveillé. Mais normalement, on n'a pas besoin de ça pour être bien réveillé si on est en bonne santé. Pourtant, par rapport à ce que tu dis, je me sens un peu à droite sur l'échelle. Tu te sens un peu à droite dès que tu te réveilles le matin, ou tu te sens un peu à droite après une session de boulot ou au milieu de la journée quand tu es bien au taquet. Le maté, même histoire. Oui, du coup, j'ai répondu. Non, dans la journée. Alors, pour que tu comprennes, c'est une question d'horizon de temps. Il se peut que tu sois en pleine forme, que ton système hormonal, ton système, tes glandes surrénales produisent correctement des hormones de stress, que tout aille bien à ce niveau-là, que du coup, quand tu te réveilles le matin, bah, t'es bien réveillé, mais que si tu fais une journée de boulot de fou, bah, tu arrives en zone rouge. C'est possible. Ça, c'est à horizon court terme. Mais ce que je te décris, moi, le fait de te sentir épuisé, le fait d'avoir du mal à te réveiller le matin, c'est plutôt les conséquences à long terme. En fait, la journée que tu me décris, là, le matin, tu te réveilles, tu es bien réveillé, tout va bien, tu n'as pas besoin de te prendre une douche glacée pour te réveiller. Et à la fin de journée, tu te sens vraiment à bout. Si tu reproduis cette journée tous les jours, tous les mois, pendant des années, sans te reposer, sans jamais prendre de vacances, sans jamais te faire du bien, bah là, tu vas arriver dans un état d'épuisement à long terme. Là, tu vas arriver à un stade de pré-burnout où euh, le système hormonal qui produit les hormones de stress, adrénaline, etc., sera épuisé. Et donc, tu ne seras plus en mesure de produire une réaction de stress. Et tu devras te reposer. Tu n'auras plus le choix. Alors, je lis vos réponses. Laurence. Je suis perplexe sur le besoin essentiel de lien avec le groupe, de rapports sociaux me concernant. Ça me fait beaucoup rire. Je cumule une pensée en arborescente, une vision systémique et une hypersensibilité. Je n'en ai pris conscience que récemment, mais clairement, les rapports sociaux m'épuisent. C'est pour moi comme une partition d'orchestre à lire en permanence. Je vais finir ermite. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Il me faudrait 1 heure pour répondre à ça, Laurence. Il me faut un live exprès. Est-ce que tu peux me copier-coller ce commentaire et me le mettre sur le circle dans l'onglet relations, vie sociale? Parce que j'ai trop envie de te répondre, mais là j'en ai pour trop longtemps. Il faut que j'enchaîne. Il est déjà 18h50. Olivier, pourquoi le Qigong me fatigue plus que la musculation? Alors ça, c'est intéressant. À mon avis, il me manque des détails. Pareil, j'ai envie de te dire, pose-moi cette même question avec plus de détails dans le channel sport, mobilité sur Circle. Juliette, je suis en train d'arrêter le maté, je me rends compte à quel point cela masque mon état d'épuisement. Exactement. Les excitants masquent votre état d'épuisement. Le meilleur moyen de vous rendre compte de votre vrai état d'épuisement, c'est d'arrêter tous les excitants. Je peux témoigner, je l'ai fait en début février, j'étais en Thaïlande, j'avais prévu de bosser là-bas. Début février, j'ai arrêté toute la caféine. Plus de café, plus de guarana, rien. Pendant 10 jours, impossible de bosser. J'avais qu'une envie, c'était de me foutre sur la plage. Il m'est même arrivé de m'endormir à 16 heures sur la plage, tellement j'étais fatigué. C'est très important de temps en temps de faire table rase, ne serait-ce que pour prendre conscience de l'état d'épuisement dans lequel on est. Parce qu'on passe notre temps à masquer ça, en fait. Et comme on tombe facilement accro au stress, comme je le disais hier, bah, on fonctionne sous stress en permanence, sous adrénaline, tout va bien. Et le jour où on part en vacances, notre système se dit ah, ça y est, je vais enfin pouvoir me reposer. Et bam, vous tombez malade. Comme ça, vous n'avez pas le choix, vous vous reposez pendant une semaine et vous rechargez vos batteries, mais vous avez passé une semaine de vacances à rien pouvoir faire, quoi. Eh ben Julie, si tu te reconnais dans le message de Laurence, je t'invite à participer à la conversation qu'on aura sur Circle. Mais vraiment, hein, c'est un sujet extrêmement important, il faut qu'on en parle de ça. Oui, du coup, je vous disais, la psychothérapie, meilleur levier pour traiter les causes d'un dérèglement du système nerveux plutôt que les conséquences. Si vous avez l'impression que même en faisant tout bien, en faisant tout à la perfection, en étant vraiment dans le contrôle absolu, vous n'avez pas réussi à régler vos problèmes, c'est qu'il y a un souci plus en profondeur, à mon avis, et que ça vaudrait le coup d'en parler et de se faire accompagner. Parce que on peut avoir l'audace et l'excès de confiance de penser qu'on va régler tous nos problèmes seuls. J'ai été de cela pendant des années. J'étais le cobaye et le thérapeute en même temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si vos troubles, vos traumatismes, si vos mémoires traumatiques sont trop profondes, sont trop graves, vous ne pourrez pas régler vos problèmes seuls. Ça n'est pas possible. Votre propre cerveau vous protège d'ouvrir la boîte de Pandore. Donc, il faut se faire accompagner. Et comme je disais hier, je ne sais plus à qui je répondais, les psychologues, c'est comme tous les métiers. Il y en a 80%, ils sont nuls. La plupart des gens ne sont pas à leur place. Ils n'ont pas trouvé leur ikigai, si vous avez la ref. Mais peut-être que vous aurez de la chance. Peut-être que le premier sur lequel vous tomberez, ce sera le bon. Vous vous entendrez bien avec, il vous comprendra, ça sera la même longueur d'onde. Et peut-être que non, auquel cas, il faudra faire preuve de persévérance, comme pour tout dans la vie, jusqu'à trouver le bon. Alors,
Les défis de la semaine. Bah, très simple, très simple. Cette semaine, j'aimerais que vous essayiez le Qigong le matin. Alors du coup, pour toi, Olivier, qui me dit, c'était ça, hein, pourquoi le Qigong me fatigue plus que la musculation? Bon, avant de te faire du mal et de te forcer à faire du Qigong, si ça ne te convient pas, on va en discuter, on va voir quel est le problème. Pour tous les autres, je vous invite à essayer. Est-ce que je peux vous copier le lien directement? Ouais, je vous copie le lien dans la conversation, parce que je ne sais pas si vous pouvez le copier sur le slide, j'imagine que non. Ça, ce que je vous mets là, c'est ma séance de Qigong sur YouTube que je fais le matin. Je vous invite à essayer de faire ça pour vous réveiller le matin. Et ça c'est la séance d'étirement que je fais. Alors parfois je le fais le matin, parfois je le fais le soir pour me détendre, pour m'aider à dormir. Parfois je le fais après ma séance de sport pour me permettre de revenir au calme. Parce qu'après une séance de sport, on est en stress, on a le cortisol très élevé, et si jamais vous avez fait votre séance à 18h le soir, bah vous avez envie de faire baisser le niveau de stress. Donc faire une séance d'étirement en respirant bien, ça permet de se calmer. Franchement, testez et faites-moi vos retours. Je sais à quel point c'est puissant. Moi, j'ai réussi à mettre certains de mes amis à faire en sorte qu'ils s'y mettent. Ils me remercient en général. En tout cas, si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer une photo pour me montrer que vous l'avez fait. Appuyez-vous sur la vidéo, ça va beaucoup vous aider. Sur la vidéo, vous verrez, j'explique pas ce que je parle pas, mais il y a les mouvements. Je parle de Qigong. Il y a les mouvements, il y a les indications pour quand est-ce qu'il faut inspirer, quand est-ce qu'il faut expirer. Par contre, dans la vidéo étirement, posture, yoga, là je suis en voix off en train de vous expliquer tout ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Allez, j'enchaîne. Mince, il faut que j'aille là. Alors, pour aller plus loin, si vous pensez en avoir besoin, prenez enfin rendez-vous avec un psychologue. Vous en ai déjà parlé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ça? Et si oui, est-ce que ça a été concluant ou pas? Moi, le matin, je promène mes chiens dans la nature, Qigong, canin. C'est une très bonne habitude. Ça te met en mouvement, ça te permet de marcher, ça te permet de respirer le grand air. Dans la nature, en plus, dans un endroit calme, que du bonheur. Aujourd'hui, le psy, bravo. Concluant en partie du tout, mais je pense que ce serait grave fou d'y aller. Fou dans le bon sens, j'imagine. Non, mais il le faudrait. Moi, je vais vous dire, hein, sincèrement, de la compréhension que j'ai maintenant de l'humain et de ce que j'observe, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, qui est quand même une époque assez dingue, je pense que 95% des gens tireraient profit d'une psychothérapie. Et les 5% restants, c'est des gens qui ont eu la chance d'avoir une enfance sécurisante sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Et c'est très rare. C'est pour ça que je donne ces chiffres-là. Je les sors de mon chapeau, bien sûr. Hein. On ne parle pas d'une étude scientifique, là, on parle d'empirisme. À mon avis, on n'est pas loin de la réalité. Alors, attendez, je lis vos messages. Oui, je vois une psy, je l'ai vu mardi, je la revois lundi, bravo. Oui, tout dépend des psys, concluant avec la somatic experiencing. Je crois savoir ce que c'est, mais j'ai un petit doute. Je suis en thérapie depuis 1 an, bravo. Je pense que tout le monde peut y aller, que ça aiderait tout le monde. Ouais, je suis assez d'accord. Et des psys informés, trauma, oui, bien sûr, parce qu'il y a différentes branches de la psychothérapie. Moi, par exemple, je suis pas particulièrement fan, et les gens, ça peut leur convenir, mais tout ce qui est avoir un psychiatre, aller le voir et lui raconter votre vie pendant 1 heure et demie et que lui vous pose aucune question, qu'il ne vous fasse pas dire des phrases exprès pour provoquer des choses, etc. Je pense que c'est moins intéressant pour la plupart des gens. Que pensez-vous des thérapies EMDR? Ah non, le commentaire a disparu, mais je vais revenir dessus. En psychologie. Alors, je pense que c'est intéressant, mais je pense aussi qu'il faut faire extrêmement attention à qui vous allez consulter pour ce genre de thérapie, parce que c'est à double tranchant. C'est un peu comme la psychothérapie. Ça revient à passer en force. C'est un passage en force. Ça peut avoir des résultats positifs, mais ça peut aussi faire des dégâts. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de thérapeutes qui sont mal formés et qui font plus de mal que de bien, qui vont mettre leur gros doigt dans votre cerveau, j'image bien sûr, mais qui vont mettre leur gros doigt dans votre cerveau, qui vont débrancher des câbles et qui vont pas refermer après leur passage. Donc, soyez vraiment sûr de qui vous allez consulter et surtout, respectez-vous. N'appliquez pas la logique no pain, no gain à la psychothérapie. Surtout pas. Le but, c'est pas de griller les étapes, c'est pas d'y aller tête baissée. Le psychisme, c'est quelque chose de fragile. Et si votre cerveau, depuis votre enfance, a mis de côté des choses, ça n'est pas pour rien. Le moment où vous vous retrouvez confronté à tout ça, il faut être bien accompagné, il faut être bien entouré et faut pas être accompagné par un amateur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de consultation en psychothérapie. Je pense que j'en serais plus ou moins capable, mais je ne le fais pas parce que je me sens pas suffisamment apte à offrir une expérience qui soit forcément bénéfique. Mais je finirai par me former, ça c'est sûr. Perle nous dit, je vais tester le MDR pour un trauma cause de suicide dans la famille. Encore une fois, pourquoi pas, mais fais attention à qui tu t'adresses.
Ne prends pas les choses à la légère. Riguette, pour le psychiatre, ça dépend clairement de ce qu'on cherche, de là où on est. Exactement, ça dépend de ce qu'on cherche. Moi, je prends je prends l'exemple des profils que je pense, à qui je pense m'adresser ici. Moi, je connais des gens aussi qui voient des psychiatres parce qu'ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'extérioriser. Moi, là, je parle plutôt des gens qui ont besoin de régler des traumas, d'aller chercher les choses qui sont profondément enfouies pour réparer ça. Julie, si ça peut en aider certains, j'allais en cabinet avant et depuis peu, je teste la thérapie en ligne. On remplit un questionnaire, on nous attribue une psy. La mienne est super, elle maîtrise mes problématiques, ça me plaît. Ah, c'est intéressant ça. Je n'ai pas à prendre le temps de m'y rendre, je me connais simplement, j'apprécie beaucoup. C'est très intéressant ça. Tu pourras nous mettre le nom sur le circle, qu'on puisse en discuter. Intéressant, Julie. Ouais. TTC, assez superficiel, ça ne creuse pas, mais peut-être quand même. Thérapie. Ah oui, c'est la thérapie dont on parlait au-dessus. Somatic experiencing, c'est un travail psychocorporel, ce n'est pas juste mental. Le MDR n'a fait que de me retraumatiser et les psys classiques que du blabla. Je pense que tu n'as pas encore trouvé ton bonheur, malheureusement. Allez, j'enchaîne. Je fais de l'EMDR, ça m'a beaucoup aidé, mais j'avais déjà fait un travail de fou avec une psychothérapie de 2 ans. L'EMDR ne doit pas être fait que par des psys. Ne doit être fait que par des psys, pardon. Ok. De manière générale, j'ai envie de dire, si vous y allez avec une appréhension, c'est déjà mauvais signe. Parce que ça veut dire que vous êtes dans une énergie de peur.